Je suis ravi de vous présenter cette grande exposition sur le surréalisme dans l'art américain qui est présentée ici au centre de la Vieille Charité à Marseille. Pourquoi Marseille? Eh bien parce que les surréalistes y ont séjourné en 1940-1941 où ils se retrouvent accueillis par un journaliste américain qui s'est donné pour mission de protéger les artistes et leur permettre de trouver un exil dans l'Europe nazie en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Depuis les années 1980, les musées de Marseille se sont donnés pour mission d'être un grand centre d'études du surréalisme. L'idée était donc de revenir, comme c'est le cas en recherche en histoire de l'art, sur cette question de la diffusion de l'esthétique surréaliste aux États-Unis. Et l'exposition va bien sûr montrer à quel point cette question est complexe et surtout insister sur deux dimensions très importantes, à savoir que l'esthétique surréaliste était bien sûr connue aux États-Unis et notamment par l'intermédiaire de deux marchands très importants, Pierre Matisse et Julien Lévy, dès les années 1930. Et puis le deuxième aspect sur lequel a insisté le commissaire de l'exposition, que je remercie, Éric de Chassey, sans doute le plus grand connaisseur de l'art américain en France, sur les aspects côte Est, mais aussi côte Ouest des États-Unis. Et il était tout naturel que cette exposition se fasse sous l'égide du réseau Frame, dont elle a bénéficié d'un soutien important. L'exposition commence avec les chefs-d'œuvre des dessins surréalistes réalisés par les artistes lors de leur séjour à Marseille et qui ont été très généreusement donnés à la ville de Marseille par Aube Elouette, la fille d'André Breton, en reconnaissance de cette volonté de la ville d'être un grand centre d'études du surréalisme. Derrière moi, des œuvres passionnantes, ce sont les dessins collectifs qui ont été réalisés par les artistes selon des règles qui ne nous sont pas toutes parvenues, mais qui témoignent bien évidemment des ressorts de l'esthétique surréaliste, le hasard, le collectif, l'inconscient. Et certains de ces dessins ont été réalisés à plusieurs mains et témoignent aussi d'une période bien particulière pour ces artistes, profonde remise en cause, ennui, sans doute angoisse, et qui donc témoigne de ce point de départ de la question surréaliste marseillaise. L'exposition s'intéresse bien évidemment, revient sur ce moment très fort de l'arrivée des surréalistes d'Europe aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, et tout particulièrement Dali, qui jouit d'une grande réputation et qui va trouver un accueil absolument enthousiaste. Très beau près des musées des Beaux-Arts de San Francisco, du réseau Frame, le portrait de Dorothy Spreckels, Dali qui revient à des sources très classiques de la peinture, notamment de manière plastique, mais également dans ce portrait en pied qui, bien évidemment, rappelle toute la tradition du portrait. Il y mêle toutes les références surréalistes, c'est-à-dire que ce mélange qui rappelle Mantegna, la mythologie, le rapport entre portrait et paysage, appelle des références au rêve, à l'inconscient, qu'il s'agit d'exploiter dans cette image très célèbre. Roberto Matta, de nationalité chilienne, incarne le caractère international du surréalisme dès les années 1920 et 1930. Il est très important dans la question des échanges transatlantiques autour de l'esthétique surréaliste, puisque c'est lui qui invite dans son atelier Motherwell ou Basiotis, qui est une des redécouvertes de cette exposition dans l'art américain, dans son atelier pour travailler sur la transcription des états de conscience dans des formes tout à fait nouvelles et non figuratives. C'est ce travail qui est présenté dans l'œuvre qui est derrière moi qui fait aussi un lien très fort sur un aspect sur lequel Éric de Chassey revient dans l'exposition, du lien entre un surréalisme figuratif et un surréalisme abstrait, entre surréalisme et abstraction américaine, qui, malgré ses défenseurs, aura des liens très forts, comme on le montre avec l'inspiration puisée chez Gorky, chez Miro, par les grands héros de cette abstraction américaine que peuvent être Pollock ou Rothko. Sans que cela soit délibéré, cette relecture très audacieuse par Éric de Chassey de l'histoire de l'art américain par le prisme du surréalisme fait émerger de nombreuses figures féminines très importantes. Parmi elles, Hélène Frankenthaler, bien davantage connue pour le caractère abstrait de sa peinture,
mais dont l'œuvre qui est derrière moi explique à quel point la présence de figures identifiables vient complexifier toute l'approche abstraite que l'on pourrait faire de sa peinture. Dans l'œuvre derrière moi, Un oiseau, qui est une référence directement à l'esthétique surréaliste d'un Max Ernst, par exemple. Clyfford Still fait partie de ces grandes figures de l'abstraction américaine de l'après-guerre, dont l'œuvre peut être revisitée sous le prisme du surréalisme, et tout particulièrement l'inspiration qu'il pourra puiser dans les œuvres de Miro, dans ces formes libres mais expressives qui vont faire toute la particularité de l'œuvre de Clyfford Still. Et on voit ici, dans un rapport aussi à la non-profondeur de la peinture, une source surréaliste dans une œuvre généralement interprétée uniquement sous l'angle de l'abstraction picturale. Parmi cette esthétique contestataire qui voit le jour au début des années 1960 et qui commence à mettre en question la civilisation industrielle du deuxième XXe siècle, la société de consommation, il y a bien sûr Peter Saul, dont le MAC de Marseille conserve 3 œuvres très importantes et qui illustrent parfaitement cette volonté de mettre à mal le dieu dollar, la question de la richesse, de l'accumulation et peut-être pourrions-nous dire aujourd'hui de ce consumérisme qui ne mène nulle part et qui fait qu'aujourd'hui Peter Saul est considéré comme un des artistes les plus importants de cette période des années 1960.